Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Le titre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tout simplement pour revenir à une situation où on est en train de voir sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, sur des sites internet, se dire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi pour en réalité tourner autour du pot. Tourner autour du pot, c'est-à-dire que nous sommes d'un point de vue occidental, confrontés à un problème majeur, c'est qu'aujourd'hui nous avons affaire à un individu qui est un trouble-fait, qui ne veut pas se soumettre, qui a la ferme intention de donner sa position au monde en tant que tel, donner à son pays une place qu'il estime être celle qu'elle mérite. Je veux évidemment parler de Vladimir Poutine. J'en ai déjà parlé, son discours, aucune surprise, si ce n'est qu'il a annoncé qu'il sortait de l'accord contre la prolifération des armements nucléaires avec lequel qui avait été signé avec les États-Unis. Mais j'ai envie de dire, quand on écoute son discours, il reste dans sa lignée, il reste droit dans ses bottes, donc à la rigueur, rien de neuf sous le soleil. Mais quand je dis que, évidemment, on voit, on lit, on entend tout et n'importe quoi, ça veut dire qu'on sent bien la véhémence. La véhémence qui s'accentue de plus en plus contre Poutine, contre les Russes, voire même certains ne même plus faire attention au fait qu'ils sont en train de faire une sorte de militantisme pour une sorte de russophobie. Je dirais même qu'intellectuellement, nous avons un BHL qui vient de sortir son film sur l'Ukraine. On l'a vu partout pour faire sa promo. Alors que, évidemment, on ne lui pose pas de contradicteur solide contre son discours. Son discours qui est il faut mettre tous les moyens possibles pour sauver l'Ukraine. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que vous envoyiez vos fils et vos filles guerroyer dans cette croisade pour la liberté, pour cette croisade qui consiste à libérer la victime ukrainienne, de reconquérir la Crimée, de reconquérir le Donbass, repousser le vil russe au-delà de ses frontières. Et pourquoi pas, si une opportunité venait à s'y glisser, dégager Vladimir Poutine. Ça, c'est le discours va-t-en-guerre. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, ces gens-là, on leur dit, bon, ok, mais est-ce que vous êtes conscient que si jamais on lève le petit doigt contre Poutine, si jamais on lève le petit doigt contre la Russie, je rappelle, la Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine, l'Ukraine n'a pas déclaré la guerre à la Russie. Ben oui, forcément, ce qui dérange, c'est que sous le doigt de Poutine, il y a l'arme nucléaire. On n'est pas idiot, on le sait. Si Poutine n'avait pas cet armement nucléaire, il y aurait déjà longtemps qu'on l'aurait dégagé, il y aurait déjà longtemps qu'on aurait fait des jeux d'influence, exactement comme ce qu'on a fait dans certains pays, y compris l'Ukraine depuis son indépendance en 91. À partir de 91, on a alimenté, on a jonglé, on a joué avec les sentiments nationalistes qu'on savait profondément haineux à l'encontre du russe. Ah, Taureau a raison, par rapport à l'histoire, par rapport à cette période où je rappelle, l'Ukraine en tant que pays n'a existé que pendant 2 ans, je crois, entre 1918 et 1900, enfin 1918-1919. Je dis bien en tant que pays, un pays avec une frontière, avec une souveraineté. C'était même, je dirais, une république communiste. Sauf qu'au bout d'un moment, les Russes ont dit allez hop, on met la main dessus et on intègre ça à la Russie. Oui, parce que l'Ukraine n'était pas un pays satellite. Je crois que l'un d'entre vous d'ailleurs avait très gentiment rappelé ce fait que l'Ukraine n'avait jamais été un pays satellite, mais bien un pays intégré à l'URSS. Donc l'Ukraine en tant que pays souverain, en tant que pays libre, en tant que pays avec des frontières, etc., avec une constitution, oui, c'est une jeune nation depuis 91. Mais depuis 91, au vu de l'historique contemporain, c'est-à-dire l'historique du XXe siècle en particulier,
on a joué avec les haines, on a joué avec les rancœurs que pouvaient avoir les Ukrainiens, alors peu importe des Ukrainiens ukrainophones ou russophones, contre son voisin russe. De l'autre côté de la frontière, nous avons un président, je ne vais pas revenir sur son historique, mais très clairement, poil à gratter contre l'hégémonie, contre la volonté de l'instauration, de l'implantation de ce nouvel ordre mondial qui consiste à assujettir, soumettre, obliger à une coopération, à une soumission l'ensemble des pays du monde pour une gouvernance mondiale. Alors une gouvernance mondiale sans partage, évidemment, une gouvernance mondiale unipolaire, sous gouvernance, alors évidemment américaine ou d'autres, on ne sait pas, parce que là aussi c'est assez flou, voir qui va avoir autorité, qui va avoir légitimité de gouverner le monde. On va nous faire croire à un processus démocratique, mais en réalité, si c'est installer un processus démocratique comme ceux qu'on a déjà, où aujourd'hui on en est réduit même à vous obliger à voter pour des gens que jamais naturellement vous n'auriez voté, mais on vous oblige à voter par contrainte. Bah oui, le petit Poutine, lui, il a dit, bah écoutez, moi je suis pas contre qu'on installe, qu'on construise un nouvel ordre mondial, mais je veux ma place quand même. Je veux que la Russie ait une place à part entière dans cette construction, dans cette ambition. Sauf qu'on lui a craché dessus. Donc évidemment, en 2007, quand il vient son discours à Munich, pour nous prévenir que désormais il y a des lignes rouges et il ne faut pas les dépasser, les lignes rouges, dans certains cas, on les a dépassées. On les a dépassées en faisant de l'influence, lors de Maïdan par exemple. Alors, certains évidemment, sur les réseaux sociaux, aussi simplistes et infantiles qu'ils sont, n'ont toujours pas compris qu'il y avait une main américaine derrière Maïdan. Preuve en est, c'est que nous avons cette américaine députée, sénatrice, je ne sais plus, Victoria Nuland, pour ceux qui se souviennent, qui était omniprésente pendant les événements en 2014, jusqu'à distribuer des viennoiseries aux manifestants, et qui même, dans le processus accéléré de déstabilisation et de remplacement du régime, l'Europe était assez frileuse à s'investir et qu'elle avait dit très ouvertement au téléphone que l'Union européenne pouvait aller se faire foutre. Parce que l'Union européenne traînait trop des pieds à mettre en place ce qui était nécessaire de mettre en place pour avoir une mainmise sur la nouvelle Ukraine post-Maïdan. Cette même Ukraine post-Maïdan où on a vu des gens, on a vu par exemple une américaine se faire naturaliser ukrainienne et devenir ministre, je ne sais plus qui, sous le gouvernement de Labovitch. Et aussi voir des gens qui ont eu des parcours assez intéressants, qui ne trompent pas sur les affiliations, les coopérations, les aides, etc. Sauf que là, évidemment, ce sont des champs narratifs que l'on n'expose pas. Je dirais même que ce sont des champs narratifs sur lesquels on applique les théories du complot, des théories d'extrême droite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit très souvent dans les conversations, dans les débats, sur les réseaux sociaux, sur les questions. Donc, oui, la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que, soyons clairs, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, Poutine, il a l'intention d'enterrer le conflit. C'est-à-dire faire comme on a fait en 1915, 1916, au bout d'un moment, la guerre, elle a stagné. Alors on reprenait quelques centimètres, on reprenait quelques mètres, on prenait quelques centaines de mètres, on reprenait un village, on reperdait le même village, on reprenait le village, etc. Et c'est ce qui attend l'Ukraine, au vu de la situation. Ça va être une guerre d'usure, très clairement. C'est à celui qui va perdre le plus, c'est à celui qui, à un moment donné, entre la Russie qui va essayer, avec certains de ses partenaires, essayer de se maintenir à flot sur le plan logistique, sur le plan militaire, sur le plan matériel, et les financements, les aides financières, etc., où ça coule à flot, mais sauf qu'il y a un moment donné où les peuples, que ce soit les Américains, que ce soit des peuples, que ce soit la France, que ce soit les Italiens, que ce soit les Espagnols, que ce soit les Allemands,
Et à un moment donné, les peuples vont commencer à dire, attendez, nous on a des problèmes, vous nous dites qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, par contre vous avez des millions et des milliards d'euros à filer à l'Ukraine. Avec l'argument qui dit, oui mais c'est pas pareil, vous comprenez, c'est la menace, la peste brune qui est à la porte de l'Europe. Donc il faut absolument nous protéger. Sauf que ce genre de discours, aujourd'hui, auprès de certaines personnes, certainement parmi vous, ne tient plus. Et que la question, en effet, c'est quoi l'ultime étape? Alors oui, on entend le fait qu'on espère que les Russes finissent par être organisés par le biais d'associations, de mouvements, alors, évidemment aidés ou pas aidés, influencés ou pas influencés par des intérêts extérieurs, finissent par pousser Poutine dehors. Poutine tient quand même la Russie d'une main de fer. Le mec, il a été quand même entraîné, il a été éduqué dans cet état d'esprit. Donc, ça paraît peu probable. L'autre solution, c'est quoi? C'est trouver des militaires qui pourraient faire un coup d'État. Vu à l'allure où certains militaires finissent par dégager, vu la terreur qui s'installe auprès de certains militaires qui peut-être auraient un état d'esprit trop indépendant ou ne seraient pas dans une logique patriotique, il y a peu de chance. Après, il reste l'accident. Oups, le président Poutine est mort dans un accident de voiture. Son avion s'est écrasé. Ou tout d'un coup, il est tombé malade. Alors, je vous le dis tout net, et je pense que certains d'entre vous le savent, vaudrait mieux pas. Vaudrait mieux pas parce que les Russes sont pas idiots, et sont tout de suite démontré qu'il s'agit d'un assassinat. Et que celui qui est destiné à remplacer Poutine, le cas échéant, je dis bien le cas échéant, c'est Shogun. Bref, c'est son ministre de la Défense. Et celui-là, attention, même si certains peut-être pensent en coulisses qu'on peut peut-être essayer de lui retourner le cerveau, c'est le plus radical et le plus patriotique qui puisse arriver à la tête de la Russie. Qui plus est, lui, c'est le genre de mec qui n'hésitera pas à utiliser l'arme nucléaire. Parce qu'il ne cédera jamais. Il ne lâchera jamais la Russie. Parce qu'on le sait, si Poutine dégage, ou si il n'y a plus personne pour protéger l'intérêt de la Russie, protéger la souveraineté de la Russie va devenir une succursale des États-Unis qui va se faire dépecer. Et peut-être se faire dépecer, non sans envenimer la situation dans les relations avec la Chine. Parce que la Chine, elle, soyons clairs, hein, si demain Poutine descend de son piédestal, il y a quand même une chance sur deux que les Chinois trouvent des accords avec les Américains pour éventuellement se jeter sur les ressources de la Russie. Mais là encore, le problème que ça pose, c'est que les Chinois et les Américains ne sont pas du tout partageurs. Les deux pays veulent leur hégémonie. Les deux pays ne veulent pas partager. Ou éventuellement, si la situation économique est tellement désastreuse qu'ils trouveraient éventuellement quelques accords, quelques ententes adéquates et opportunistes qui porteraient un intérêt mutuel. Ça peut toujours arriver. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quand on écoute les plateaux de télé, les radios, quand on lit sur Internet, etc., il y a forcément un discours qui est complètement décalé. Décalé par rapport à la réalité géopolitique, ses enjeux, ses rouages, ses mécanismes, et ces va-t-en-guerre, les mêmes va-t-en-guerre d'ailleurs qu'on a toujours connus dans toute l'histoire, hein, de ceux qui pensent que dans un prisme très simpliste, très infantile, que d'un côté il y a les gentils et de l'autre il y a les méchants, que forcément les gentils c'est eux qui doivent gagner et que les méchants c'est eux qui doivent dégager. Sauf que le jour où ils reçoivent un petit papier en leur disant bah voilà, il faut que vous vous présentiez à telle caserne parce qu'il y a une conscription, donc maintenant c'est vous qui allez devoir aller au front. Ah là évidemment il n'y a plus personne. Hein.
C'est toujours plus facile de compter sur les autres pour aller servir de chair à canon que d'y aller soi-même. Et là-dessus, on en a vu, hein, des petits fragiles du haut qui sont partis en Ukraine parce qu'ils se sont improvisés petits soldats, qui sont revenus aussi vite, parce qu'ils se sont rendus compte que la réalité, c'est pas comme dans un jeu vidéo, quand tu es derrière ton clavier ou ta console, à jouer à Battlefield ou à Call of Duty. Et malheureusement, des gens comme ça, on en a un sacré paquet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La meilleure solution, c'est qu'au vu de la situation, au vu de la conjoncture, au vu des enjeux économiques et sociaux qui sont en train de s'abattre sur l'Europe, comme aux États-Unis. Et d'ailleurs, aux États-Unis, je vous l'ai dit, hein, y a beaucoup de politiciens, etc., qui ne sont pas très chauds pour continuer cette guerre, même si là, DeSantis, qui est le gouverneur de Floride et qui est l'un des challengers éventuellement pour prétendre à la candidature républicaine pour la prochaine élection présidentielle en 2024, lui-même confirme qu'il faut soutenir l'Ukraine. Bon, il ne dit pas comment, hein, mais d'ici là, l'eau peut couler sous les ponts, parce que d'ici l'élection présidentielle de 2024, si ça se trouve, la solution, elle va être vite trouvée. Parce que très clairement, l'Ukraine, il va y avoir un moment donné où il n'y aura plus d'Ukrainiens pour envoyer au front. Hein. Donc il faudra obliger d'y mettre le doigt dedans. Sauf qu'encore une fois, hein, si on met le doigt dedans, ça veut dire que la Russie considérera que les pays occidentaux, voire le biais de l'OTAN, rentrent alors dans le conflit ukrainien. Et donc ça veut dire que là, déclaration de guerre. Parce qu'on sera obligé, à un moment donné, de déclarer la guerre. On ne pourra pas se contenter de se planquer derrière l'OTAN en disant on est juste là pour vous repousser d'un pays dans lequel vous êtes non pas les bienvenus. Oui, mais si vous tuez des Russes, vous tuez des soldats russes, vous tuez des soldats russes dans une opération russe officielle, donc vous attaquez les intérêts russes. Je veux dire, même pendant la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine, qui étaient des guerres de décolonisation, mais qui étaient des guerres aussi sous-jacentes entre l'Ouest et l'Est, ça n'a jamais été véritablement des guerres frontales, c'est toujours des guerres par intermédiaire, je dirais. Alors là, là c'est du frontal. Parce que si on met le doigt dans l'Ukraine, si on met le pied en Ukraine, là, oui, on va se battre contre des Russes. Donc si on se bat contre des Russes, on assume. On assume les conséquences. Sauf que ceux qui sont va-t-en guerre en disant oui, il faut machin, les Russes c'est des salauds, faut tout bloquer, faut les emprisonner. Il y en a même des fois qui sont dans cet état d'esprit sous-jacent de oui, si les russophones en Ukraine c'est des problèmes, il n'y a qu'à les déporter. Ouais, pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'en arriver à des résultats, enfin pas des résultats, mais des issues ou des solutions qui sont celles que vous reprochez à l'autre d'en face. Et il y en a, ça ne les dérange pas. Hein. Ça ne les dérange pas parce que ils sont le bien. Ils sont le côté du bien. Donc quand vous avez un problème avec des minorités en Chine ou en Russie, c'est pas bien. C'est la preuve, c'est la dictature, c'est le fascisme. En revanche, quand un système ou quand un gouvernement a pour projet éventuellement de déporter les russophones de Crimée et les remplacer par des ukrainophones, ouais, ça pose pas de problème. Parce que c'est le camp du bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette merde? Est-ce qu'on laisse traîner? Est-ce qu'on continue à vous endetter? Parce que quand Macron envoie des millions d'euros à l'Ukraine, on n'a pas l'argent. C'est des emprunts. Qui plus est, qu'est-ce qu'on fait avec la corruption? Qu'est-ce qu'on fait avec les problèmes de la prostitution, de la traite des blanches, de trafic d'organes, voire même de trafic pédocriminel en Ukraine? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben ça non, ça faut pas en parler. Ça faut planquer sous le tapis. Qu'est-ce qu'on fait avec Zelensky? Ah oui, mais attendez, Zelensky c'est un juif. C'est un juif russophone. Et alors? Je rappelle que dans les régiments Azov, il y a des Russes. Il y a même des Russes de souche. Mais c'est des Russes de souche qui partagent les mêmes idées que les nationalistes ukrainiens sur la définition même de l'origine de la Russie.
Oui, parce que je ne vais pas refaire l'historique. À chaque fois, il y en a certains, quand ils veulent me soutenir mordicus, qu'ils ont raison, je leur rappelle, révisez l'histoire de la Russe de Kiev. Révisez cette histoire, révisez les invasions, les conflits, les conquêtes, les appartenances. Je rappelle que l'Ukraine, oui, il y a une majorité d'Ukrainiens ukrainophones, mais qui sont-ils en réalité ces Ukrainiens? Si ce n'est des descendants souvent des possessions, il y a plusieurs siècles, polonaises, lituaniennes, tatares, ottomanes. Même si à partir du milieu du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, pardon, l'Ukraine était russe. Les Russes possédaient l'Ukraine. Donc vous imaginez bien qu'en un siècle, oui, les Russes, il y en a plein. C'est comme chez nous. Chez nous aujourd'hui, vous avez des Français qui portent des noms portugais, italiens, espagnols, hongrois, polonais. Et pourtant, on les accepte comme des Français. Pourquoi? Parce que c'est des Français issus de ces pays intra-européens de 4e, 5e, 6e, 10e génération. Et qui partagent la même culture, qui partagent la même envie, les mêmes ambitions, qui respectent le même principe de ce que doit être la République française. Et en Ukraine, c'est pareil. Sauf que, comme c'est un pays quand même qui n'a pas eu 200 ans ou 300 ans pour se fixer, s'établir, mettre ses bases démocratiques, ses bases culturelles, etc., c'est un pays qui garde certaines influences russes. Et ces mêmes influences russes qu'on a utilisées pour légitimer le nationalisme, le sentiment russophobe, contre les russophones, parce qu'ils représentent, le passé douloureux de l'Ukraine dans ses relations ou dans sa domination russe. On l'a cultivé tout ça. Et souvent d'ailleurs, je fais la comparaison. Vous savez, nous autres Français aujourd'hui, nous avons pardonné. Nous avons pardonné aux Allemands, pourtant ils nous ont fait quand même 3 guerres. Ils ont quand même détruit pas mal de villages, ils ont quand même tué, de par leur invasion, de par leur guerre, pas mal de Français, y compris des Juifs français. On a pardonné. On était un petit peu obligé de pardonner au vu du contexte, contre l'Empire communiste. Mais aujourd'hui, quand vous croisez un Allemand, vous n'allez pas le regarder de travers parce que tout d'un coup, vous allez vous dire, ouais, c'est un Allemand, donc c'est forcément un nazi. Ben non. Sauf que ce que nous avons fait en 50 ans, eh bien malheureusement, il y a beaucoup de pays qui ont peut-être déjà 30 ans d'indépendance vis-à-vis de leurs voisins russes, de leurs anciens dominateurs. Mais j'ai envie de dire, les futures générations, celles qui sont nées dans les années 90, dans les années 2000, pourquoi est-ce que ceux-là, on n'a pas fait un travail pour dire, voilà, ça a été ça votre histoire, mais maintenant il faut voir l'avenir. Il faut voir l'avenir avec même votre voisin russe, qui lui aussi le russe aujourd'hui, il est dans le même état d'esprit que vous, il est enfin libre du communisme. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Sauf que pour l'intérêt de tirer ces pays vers l'Union européenne, vers l'OTAN, on a cultivé leur haine du russe. Alors évidemment, on ne peut pas demander aux gens qui ont connu le joug soviétique de pardonner du jour au lendemain, mais les futures générations, comme on a fait en France, les générations qui sont nées dans les années 60, 70, on leur a éduqué, on leur a inculqué le pardon, on leur a inculqué l'histoire, oui, mais on leur a dit, attention, l'allemand d'aujourd'hui n'est pas l'allemand d'hier. Sauf que ça, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, donc aujourd'hui, nous avons toujours des générations de Lettoniens, d'Estoniens, de Lituaniens, de Polonais, de Hongrois, de Bulgares, alors Serbes, Croates, etc. C'est plus compliqué parce que là aussi, il y a un sentiment nationaliste qui s'est soulevé, qui a provoqué d'ailleurs la fin de la Yougoslavie. Enfin, voilà, je veux dire, il y a des cultures et des relations qu'on aurait pu cultiver, qu'on aurait pu éduquer, qu'on aurait pu développer.
Mais évidemment, il y a un pays qui a toujours considéré qu'il ne fallait surtout pas que l'Europe s'associe, se pacifie, se coordonne avec la Russie. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que ça donnerait déjà une puissance économique non négligeable et afficherait forcément un concurrent non négligeable. Ce pays, évidemment, c'est celui dans lequel je suis, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Je ne vais pas refaire l'histoire des influences, mais le fait est, c'est que vous avez pu constater par vous-même récemment des orientations, surtout chez les Allemands, et que tout d'un coup, paf, du jour au lendemain, et vas-y, je change d'avis, et vas-y, je vais plutôt dans un sens que dans l'autre, et vas-y, hier j'ai dit gris, mais non, aujourd'hui je vais dire noir, mais tout simplement parce que Washington a décroché son téléphone et a dit au chancelier, hé Coco, tu veux que je te rappelle à qui tu dois, à qui tu es redevable, par un traité signé un 8 mai 1945, et que même la réconciliation, la réunification n'a pas oblitéré. Certes, on a assoupli certains principes, mais tu es toujours redevable de ceux qui sont les vainqueurs. Donc pas étonnant de certains comportements allemands. Qui plus est, Washington instrumentalise l'Allemagne contre un concurrent trop réfractaire, trop indépendant, trop libre. Vous, la France. Et force est de constater que depuis ces 20 dernières années, si vous n'arrivez pas à comprendre que c'est une véritable déliquescence et une destruction de l'État-nation et de la souveraineté même de la France qui est en marche, avec surtout ce monsieur Macron, là, franchement, on ne peut plus rien pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La solution, ce serait de pacifier. C'est trouver des accords, trouver des compromis. Je dis bien des compromis. Mais là, dans ce cas-là, ça veut dire que tous ceux qui sont véhéments, tous ceux qui sont pour repousser les Russes, tous ceux qui sont contre Poutine, ceux qui veulent la mort de Poutine, évidemment, ceux-là, tout d'un coup, on n'en aura rien à foutre. Et là, ces gens-là perdront totale crédibilité. Même BHL. De toute façon, qui aujourd'hui trouve BHL crédible? Je pense que personne. Mais le fait est, c'est que le mec est toujours là. La preuve, c'est qu'il a même fait un film. Et qu'il passe sur tous les plateaux pour promouvoir son film et faire son petit discours, comme il l'a déjà fait par le passé, vis-à-vis de Kadhafi, vis-à-vis de Bachar el-Assad, toujours aussi véhément, toujours aussi va-t-en-guerre. Sauf que tout ça, à un moment donné, il va falloir que ça se termine. Alors que ça se termine bien, évidemment, pour tout le monde. Quitte même, peut-être à changer son fusil d'épaule et trouver d'autres stratégies pour essayer de se débarrasser de Vladimir Poutine, d'une certaine manière. Mais ne pas laisser traîner ce conflit ukrainien. Parce que sinon, il va coûter cher, il va coûter très très cher, et peut très bien, demain, à cause d'un dérapage, à cause d'une connerie, balancer la sauce. Parce que, attention, même si demain on résout le problème de l'Ukraine, il y aura toujours Taïwan. Eh oui. Et vous savez aussi bien que moi que les Américains peuvent peut-être en effet opérer sur un seul front, mais pas sur deux. Et ça, les Américains le savent très bien. Et les Américains le savent d'autant plus qu'aujourd'hui, vu la réputation qu'ils se sont tirés en ayant attiré des Américains patriotiques dans des conflits qui en réalité n'ont servi à rien, je peux vous dire que l'électorat américain il est majoritairement aujourd'hui très douteux, très véhément contre aussi bien des démocrates que des républicains. Et que si jamais Biden ou un autre demain dit oui, c'est bon, on va en Ukraine, etc., et c'est fini. Là, je peux vous dire que le fameux 6 janvier 2020, le fameux coup d'État au Capitole, il risque de se passer des choses aux États-Unis qu'à côté, cet événement-là, ça va être du pipi de chat. Voire même peut-être, inciter une sécession. Parce que ça, aujourd'hui, oui, l'élite américaine a peur de ça. A peur que la fracture soit telle
que demain, certains États décident de dire l'Union, bye bye, au revoir, ciao. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi je vous ai dit, pacification, on négocie, on accède et on concède le Donbass et la Crimée à la Russie. Et en revanche, on dit à Poutine, par contre, la prochaine fois que tu fais quelque chose, la prochaine fois que tu bouges contre tel ou tel pays, que tu dépasses telle ou telle frontière, bah là on attaque. C'est le seul moyen. Après, est-ce que ça accède ou accepte? Est-ce que Poutine serait prêt à accepter que l'Ukraine, qui resterait, est-ce qu'il accepterait qu'elle accède à l'OTAN? Qu'il y aurait un juste compromis? Vu que de toute façon tu as les territoires du Donbass, donc on sera toujours frontalier, mais au nord tu as quand même ton allié, la Biélorussie. Et on essaie de faire table rase de cette histoire, et qui plus est peut-être travailler ensemble sur le projet de nouvel ordre mondial, sur le grand projet de grand reset. Parce que nous savons pertinemment que toi, Poutine, tu n'es pas contre. Au contraire, ça renforcerait ton pouvoir. Mais il aurait au moins une légitimité du fait que tu serais à la fois un acteur test, un acteur de résilience de ton peuple, pour ensuite en appliquer les principes et les valeurs en Europe. Parce que oui, ceux qui disent oui, regardez Poutine, regardez en Russie, il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas la liberté de la presse, etc. Oui, c'est plus brutal. Mais est-ce que c'est plus brutal que ce qu'on a pu connaître en France avec les Gilets jaunes? Est-ce que c'est plus brutal de voir des organismes d'État censurés? Est-ce que c'est plus brutal de voir aujourd'hui, voire même des organismes médiatiques, vouloir la censure, le blocage, la suppression, la destruction de ce qui est leur concurrent, que ce soit sur des chaînes télé, que ce soit des radios, même sur Internet? Je veux dire, l'ambition, elle s'est exprimée. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'application pure et dure, si ce n'est en effet Sputnik et RT. Mais regardez CNews. CNews qui n'est pas dans la doctrine idéologique bien pensante. Allez savoir si demain, cette chaîne va continuer à émettre, si on ne va pas lui couper l'herbe sous le pied sous prétexte que parce que c'est l'État qui décide. Je veux dire, on le voit bien. On voit bien qu'aujourd'hui, vous avez des médias qui n'ont absolument aucun respect de l'objectivité, aucun respect de la pluralité, aucun respect de la liberté même de pensée, d'opinion. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous avez tous ces trolls qui essaient de vous attaquer, qui essaient de vous discréditer, qui essaient de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Parce que vous osez. Tiens, d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que le petit Fauci, là, il va partir à la retraite aux États-Unis. Et bien le petit Fauci, il paraît qu'apparemment, il a commencé à dire que finalement, peut-être qu'en effet, les vaccins ne sont pas aussi efficaces qu'on le prétendait. Bah, tu m'étonnes. Parce qu'une fois qu'il va être à la retraite, le mec, il sera plus protégé. Le mec, il sera plus intouchable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoutez, moi, je ne suis pas en position de vous dire ce qu'il y a à faire. Hein. Moi, je vous dis simplement quelles pourraient être les solutions. Moi, je peux simplement essayer de vous éclairer sur les tenants et les aboutissants, sur les risques. Après, s'il y en a qui veulent aller faire la guerre en Ukraine contre la Russie, libre à eux. Mais là, dans ce cas-là, si vous habitez dans un centre-ville ou dans une grande agglomération, quittez-la tout de suite. Installez-vous à la campagne. Prenez un grand jardin. Essayez même de vous faire construire un puits. Parce que l'eau, ça va être important. Faites des réserves. Essayez de regarder sur des cartes les vents dominants. Essayez de choisir des endroits près des grandes villes, à peu près 20, 30 ou 40 ou 50 km des grandes villes. Si jamais il y a une bombe nucléaire qui tombe sur cette ville-là, voir comment les vents dominants pourraient éventuellement faire retomber la radioactivité. Ça, c'est des trucs à faire, hein, c'est des trucs à regarder. Ça peut toujours être intéressant pour choisir un endroit loin des grandes villes, parce que dans les grandes villes, bah ouais, ça commence déjà à être la sauvagerie.
C'est quoi là, déjà une prof là, qui vient de se faire poignarder par un gamin de 16 ans? Eh oui, c'est pas la première et pas la dernière. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, et ça rejoint un petit peu aussi le problème de la perception vis-à-vis de certaines peuplades, de certaines cultures, de certaines civilisations, y compris dans certains pays de l'Est, dont l'Ukraine, c'est que vous avez des mentalités pour lesquelles nous ne sommes plus équipés. Là, je parle au niveau législation, pardon, au niveau juridique, au niveau des peines. Nous ne sommes plus équipés. Je dirais même que nous sommes émasculés, littéralement, contre ces gens, contre ces sauvages, contre ces hordes sauvages. Allez interroger des gens qui ont eu très souvent des relations avec des Russes pendant un temps, qui étaient à Nice, sur la Côte d'Azur. Parlez avec eux, ils vous expliqueront des choses, vous verrez. Oui, clairement, il y a quand même une différence culturelle. Ils sont beaucoup plus rustres, ils sont beaucoup plus brutales, ils sont plus... Alors, je ne parle pas des Russes urbains, évidemment, les moscovites ou les Saint-Pétersbourgeois sont certainement beaucoup plus civilisés que le russe du fin fond de la Sibérie. Mais culturellement, oui, il y aura toujours une différence. Alors, il y aura des rapprochements, il y aura des évolutions, mais quand au sein même de nos pays, il y a des gens pourtant qui naissent français ou qui sont étrangers, mais qui ont adopté des modes de vie ou des mœurs, mais qui sont complètement à côté de la plaque et complètement à l'inverse de tous les principes fondamentaux qu'on est censé éduquer nos gamins, que ce soit par l'école ou par l'éducation parentale, il y a un moment donné où, oui, vous avez des gamins, parce qu'une prof lui a dit non, elle veut le planter. Parce que le gamin, t'as pas le droit de lui dire non. Tout comme ces gens qui te demandent une clope ou 5 euros, tu peux pas leur dire non, sinon ils te plantent. Tout comme ces gens qui, alors sans être des sauvages, mais qui lorsqu'ils te demandent un truc ou qui veulent un truc, ils le veulent. Et si tu leur refuses, t'es raciste, t'es d'extrême droite, t'es un facho, t'es un transphobe, enfin voilà. On le voit bien de toute façon sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui viennent pleurer parce qu'ils ont été confrontés à quelqu'un qu'ils considèrent être des racistes, des transphobes, etc. Tout simplement parce que cette personne lui a simplement dit d'aller se faire foutre. Parce que, oui, tout d'un coup, on te montre une vidéo, ouais, regardez le black qui se fait battre par un blanc, regardez le blanc raciste, etc. Sauf qu'on ne te montre pas ce qui s'est passé avant. On ne te montre pas que le black, il a insulté, il a craché sur le blanc, qu'il lui a rien demandé, qu'il lui a rien fait. Et ça, non. Chut. Contexte. En résumé, qu'est-ce qu'on fait? Pour terminer, je dirais simplement, c'est que la seule chose pour l'instant qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux gens qu'on est en plein déclin. Qu'en règle générale, un déclin, ça ne mène jamais vers quelque chose de bon. Que le déclin, ça ne peut être que le chaos. À bon entendeur, passez de bonnes journées. Je vous fais profiter de mon ciel bleu, de mon soleil et de ma température de 24 degrés fin février. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.